Cette femme noire est juge. Je n'obéirai jamais à une domestique comme elle, dit l'agent Donald en giflant le juge, ignorant qu'il ne porterait plus jamais son badge. Lorsque la haine devient une routine, elle laisse des cicatrices invisibles, mais elles détruisent tout de même. Cette histoire n'a pas pour but de réconforter, mais seulement de montrer ce qui se passe lorsque le pouvoir et les préjugés marchent côte à côte. Cette femme noire est la juge, ricana-t-il en entrant dans la salle d'audience, la tête haute. On m'a dit qu'elle était une sorte d'autorité, pas qu'elle ressemblait à l'assistante. La juge Alana Rivers, à la peau foncée, à l'expression calme mais inébranlable, ne s'y a même pas. Elle avait 42 ans, une carrière impeccable et une patience affinée par des années passées à côtoyer des hommes comme lui. Agent créé, je vous demande de surveiller votre langage. Au cas où vous l'auriez manqué, c'est mon tribunal, dit-elle sans élever la voix, mais son autorité résonna plus fort que n'importe quel cri. Mais Créé n'a pas reçu d'ordre, surtout pas de quelqu'un comme elle. Il s'est avancé sur le banc, violant tous les protocoles, son sourire tordu de mépris. Ce n'est pas votre tribunal. Vous n'êtes pas mon juge, et je ne reçois pas d'ordre de noir comme vous, cracha-t-il, faisant couler le mot « noir » comme du poison. L'un des avocats commis d'office s'est levé de son siège, mais Alana a levé la main pour l'arrêter. Elle s'en occuperait. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que l'idiot devant elle franchisse une ligne que personne n'avait anticipée. « Je te parle, salope » cria-t-il, et sans prévenir, la gifla au visage. Le coup résonna dans la salle d'audience comme un coup de feu. Alana tomba sur le côté, sonnée. Une seconde plus tard, l'officier avait déjà la main sur son uniforme, comme s'il avait encore une quelconque autorité. « Maintenant, écoute comme une bonne petite chienne » siffla-t-il. La juge Rivers recula d'un pas, la vive douleur de la gifle restant palpable. Sa joue présentait déjà des traces d'ecchymose, sa peau foncée marquée par la main de l'officier blanc. Un silence brutal tomba. L'officier créé se tenait là, respirant lourdement, comme s'il venait de profiter de la scène. « J'ai toujours su qu'il t'avait donné cette robe juste pour que les Noirs se sentent inclus » grogna-t-il en sortant son badge et en l'agitant avec arrogance. « Ce badge vaut plus que n'importe quel papier qu'ils t'ont donné, poubelle. » Alana Rivers n'a pas parlé. Mais dans ses yeux, il y avait du pouvoir, pas de la défaite. Pas de larmes, pas de peur, seulement une rage froide, mijotant comme un volcan choisissant exactement quand et comment tout détruire. « Quittez ma salle d'audience, dit-elle. » Les mots sortirent, brisés, de sa lèvre gonflée, mais solide comme la pierre. Créé sourit méchamment. « Tu ne me donnes pas d'ordre, espèce de pute noire. Je ne suis pas les ordres des esclaves promus. Tu devrais encore être dehors à cueillir du coton, pas à rendre la justice. » Un autre pas de plus vers le banc. « Et maintenant ? Vous voulez que je m'agenouille devant vous, votre honneur ? Est-ce juste ? Que, après 20 ans à avaler de la merde dans cette ville, je dois rendre des comptes à une femme noire avec un faux diplôme ? » L'officier à la porte s'est légèrement avancé. « Officier Méné, a dit le juge Rivers, faites votre travail. » Méné tremblait, sa main près de sa ceinture, hésitant. Créé éclata de rire. « Tu vois ? Personne ne te respecte ici. On sait tous que tu es une blague. Tes gens sont une blague. Des criminels, des membres de gangs, des sangsues du système. C'est ce qu'ils sont, et tu ne fais pas exception. » Alana serra le poing. « La dernière chose que tu feras aujourd'hui en portant cet uniforme. » Commença-t-elle. « Oh, qu'est-ce que tu vas faire, me faire arrêter » se moqua-t-il. « Dans ton monde imaginaire, tu as plus de pouvoir que moi. » Mais ce n'était pas de la fantaisie. C'était sa salle d'audience. Et elle était sur le point de le faire obéir. « Officier créé, vous êtes formellement placé en état d'arrestation pour agression contre une autorité fédérale, en présence de témoins. » Il se figea lorsque les mots le frappèrent comme un marteau. Il a essayé de se moquer, mais c'était trop tard. Donald Créé n'a rien dit quand ils l'ont menotté. Rien quand le procureur lui a lu ses droits. Rien lorsque l'uniforme de ses propres frères en bleu l'a traîné hors de la salle d'audience qu'il pensait diriger. Il baissa simplement la tête, pour la première fois depuis des années. Et tandis qu'il le conduisait dans le couloir en silence, un souvenir le frappa plus durement que l'arrestation elle-même. Un Porsche pourri quelque part dans un coin oublié du Kansas. Un cri étouffé. Sa mère pleure avec un nez en sang. Un gros homme puant la bière crachant du tabac en hurlant « Faut pas que je te revoie jouer avec ces satanés nègres, Danny, tu m'entends ? T'es pas un déchet. »
T'es blanc. T'es meilleur qu'eux. Donald avait 7 ans. Ce jour-là, il avait partagé un sandwich avec Jérôme, un garçon noir de l'école, la première personne qui lui avait donné la moitié de son déjeuner sans rien demander en retour. C'était aussi la dernière fois qu'il voyait Jérôme. Son père l'avait découvert et avait enfermé Donald dans le garage pendant 3 jours, sans nourriture. Soit on apprend qu'ils sont nuls, soit on le devient. À toi de voir. Et à partir de ce moment-là, la rage est née. Collée à la faim, à la peur, à l'odeur de l'essence et du vieux bois. À 12 ans, Donald lançait des insultes racistes avec la même facilité que les autres disaient « bonjour ». À 17 ans, son père meurt d'une cirrhose, seul, ivre, serrant une arme non chargée, une télévision en noir et blanc diffusant Walker, Texas rangée en arrière-plan. Donald pleurait, mais il n'oublia jamais ce que le vieil homme lui avait dit avant de mourir. Tout ce dont tu as besoin, mon fils, c'est d'être respecté, d'être craint, surtout par eux. Et il l'a fait arriver. Il a rejoint la police. Il a rapidement progressé, non pas parce qu'il était brillant, ni parce qu'il était juste, mais parce qu'il savait faire semblant. Comment sourire au patron? Comment regarder les noirs sans être filmé? Comment mentir dans un rapport? Comment planter de la drogue sans laisser de traces? Comment faire taire quiconque ose parler? Pendant des années, son nom était synonyme de respect dans les quartiers blancs et de peur dans les quartiers noirs. Jusqu'au jour où il a frappé la mauvaise femme. Et elle n'a pas bronché. Elle s'est levée. Et il est tombé. Pour toujours. Chaque cicatrice qu'il laissait sur un autre homme était pour lui comme une médaille invisible. Chaque abus, une forme perverse de vengeance pour ce garage, ce sandwich, pour ce garçon nommé Jérôme qu'il ne revit jamais. Mais tout cela, chaque couche de la façade qu'il avait construite pendant des décennies commença à voler en éclats dans une salle d'audience, devant une juge noire qui ne baissait jamais les yeux. Et maintenant, menotté, sous les flashs des appareils photo qui l'attendaient dehors, Donald ne pleurait pas à ce moment-là mais maintenant, pour une raison inconnue, ses yeux brûlaient. Non pas de remords, mais de haine, de rage, car la vie lui échappait aux mains de ceux-là même qu'il avait passé sa vie à essayer d'écraser. Il était en train de perdre mais il n'a jamais appris à perdre. Le procès était prévu vendredi à 10 h, mais la ville était en feu depuis mardi. Dans les rues, son nom Donald créé ou était peint sur des pancartes. Ce n'était pas la première fois. Car ce n'était pas la première fois. La nouvelle a explosé comme une bombe. Une journaliste locale, Marita Delgado, a commencé à tirer sur le fil. Elle avait déjà couvert des affaires de brutalité policière, la plupart ignorées ou enterrées faute de preuves ou de témoins peu fiables. Mais quelque chose dans l'image d'Alana Rivers, saignant au milieu de sa salle d'audience, l'a poussée à creuser plus profondément. Et elle l'a trouvé. Un rapport confidentiel datant de 2018. Un jeune homme de 19 ans, Malik Jefferson, a été arrêté pour résistance à l'autorité. Mais son rapport médical indiquait le contraire, mâchoire cassée, côte fracturée, contusion en forme de lampe torche sur le dos. L'agent responsable? Donald Créé. Malik a porté plainte. Il s'est rendu au commissariat avec sa mère. Il a crié, pleuré, imploré justice. Personne ne l'a cru. Le procureur a abandonné les poursuites contre le policier, invoquant le « casier judiciaire » de Malik. Quel casier judiciaire? Une contravention. Et une arrestation injustifiée à 15 ans. Mais ce n'était pas tout. 2 ans plus tôt, en 2016, une autre plainte avait été classée sans suite. Cette fois, elle provenait d'une femme, Cassandra Rill, 33 ans, mère de 3 enfants. Arrêtée pour « comportement suspect » dans son propre quartier. Elle portait des sacs de course. Créé l'a plaqué contre le capot de la voiture. Il l'a traité de « salope de nègre » et lui a écrasé le visage contre le trottoir. Il lui a cassé 2 dents. Elle a porté plainte. Elle a fait venir des témoins. Des photos. L'affaire a été classée sans suite pour « manque de preuves » et « contradiction dans sa déclaration ». Et savez-vous quelle était la partie la plus pourrie? Le superviseur qui avait signé la clôture des 2 dossiers était désormais assis au premier rang du procès de Créé, avec un uniforme fraîchement repassé et un visage de pierre, comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Dans la cellule de détention, Donald Créé ne tremblait pas. Il ne regrettait rien. Il n'avait pas l'intention de s'excuser. C'est une chasse aux sorcières, murmura-t-il à son avocat, un homme potelé avec une cravate de travers qui sentait la cigarette froide et le désespoir.
Et tu vas arranger ça. Parce que si je tombe, plusieurs d'entre eux partiront avec moi. L'avocat avait l'air mal à l'aise. Donald, il y a des témoins, des documents, des blessures, des photos. Des photos de noirs qui mentent, crachate et ils par terre au parloir. Qu'ils pleurent tant qu'ils veulent. J'ai fait plus pour cette ville que tous réunis. Et vous savez quoi? Je recommencerai. Ce juge, ce gamin, cette garce du magasin. Chacun d'eux. L'avocat déglutit difficilement. Le juge Rivers va témoigner. Les médias sont partout. Il nous faut une stratégie. Donald sourit, un sourire tordu et vide. Je veux que tu la salisses. Trouve tout ce que tu peux. Je parie qu'elle a un ex-membre de gang ou un frère voyou. Trouve-le. Bon sang, invente-le s'il le faut. Personne ne verra une femme noire comme une victime si tu la fais passer pour une suspecte. L'avocat ne répondit pas. Il se contenta de griffonner quelque chose dans son carnet. De l'autre côté de la ville, Cassandra Rill alluma son téléphone pour la première fois depuis des années. Elle l'avait éteint après le passage à tabac. Elle n'avait pas lu d'article sur la police depuis. Elle ne voulait pas se souvenir. Mais voilà que quelqu'un frappait à sa porte. Un journaliste. Et elle lui avait demandé, « Tu penses qu'ils vont te croire maintenant ?» Enfin. Donald Créé est entré dans la salle d'audience vêtu du même uniforme qu'il avait utilisé pour frapper Alana Rivers. Il l'avait repassé ce matin-là. Exprès. Alana, quant à elle, ne portait pas de robe. Juste un tailleur sombre et impeccable. Sa lèvre était encore marquée. Le gonflement avait diminué, mais le sang séché au coin était encore visible. Pas par hasard. Le tribunal est maintenant en session, a déclaré le juge fédéral Harvey Glassman, un homme blanc de 65 ans, les mains tremblantes et le regard tendu. Le procureur s'est levé. Votre honneur, nous appelons la juge Alana Rivers comme notre premier témoin. Créé ricana. Un rire creux, dénué d'humour. Elle marcha calmement jusqu'au stand et s'assit. Elle ne demanda pas d'eau. Elle ne sia pas trop. Elle jura de dire la vérité. Elle le fit. Madame Rivers, pouvez-vous décrire ce qui s'est passé lundi 9 dans votre salle d'audience? Elle prit une profonde inspiration. L'agent Donald Créé est entré dans ma salle d'audience sans avoir été convoqué dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il a insulté ma couleur de peau, mon autorité, m'a giflé et m'a traité de « sale noire » devant toute la salle. L'avocat de la défense s'est immédiatement levé. Objection. Langage chargé d'émotion. Le juge a été rapide. C'est rejeté. Elle expose les faits. Créé croisa les bras. Et alors, lâcha-t-il sans permission. Ils ne croiront pas ces noirs. Et ils méritaient tous ces coups. Il faut qu'ils comprennent, ils n'ont rien à faire ici. Silence. Sauf l'écho. Parce que ces mots résonnaient partout. Le juge Glassman a frappé du marteau. Monsieur Créé, vous n'avez pas été appelé à témoigner. Mais c'était trop tard. Il l'avait déjà dit. Il l'avait craché. Et personne ne l'avait arrêté. Putain. J'ai patrouillé dans ces rues. J'ai vu ce qu'ils font quand personne ne regarde. Violence. Drogue. Vol. Maintenant, on ne peut plus défendre son pays sans être traité de raciste. L'avocat de la défense a enfoui son visage dans ses mains. Le juge Rivers ne l'a pas regardé. Il n'a pas rendu sa haine. Elle a simplement dit, pendant 21 ans, j'ai rendu justice dans cette ville. J'ai condamné des criminels blancs, noirs, latinos, asiatiques. Ma couleur de peau n'a jamais été prise en compte dans le verdict. Mais pour cet homme, mon existence était déjà un crime. Sa voix n'a jamais faibli. Qu'avez-vous ressenti après avoir été agressé, a demandé le procureur. Ce n'est pas la gifle qui a fait le plus mal, répondit-elle. C'est de voir que personne n'osait l'arrêter. Ce n'était pas sa haine, c'était son pouvoir. À la barre des témoins, la tension était à son comble. Ensuite, c'est Malik Jefferson qui est venu. Il boitait toujours, même s'il prétendait que c'était à cause d'une vieille blessure. Mais sa voix était assurée. J'avais 19 ans. Il m'a arrêté parce que je l'avais regardé de travers. Il m'a sorti de ma voiture. Il m'a frappé avec sa lampe torche. Il m'a dit qu'il allait m'apprendre à me comporter comme un vrai garçon noir.
Le procureur n'a pas eu besoin d'insister. Malik a parlé seul. Il s'était retenu pendant des années. Cassandra Reel arriva ensuite. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de rage. Il m'a cassé 2 dents, dit-elle d'une voix ferme. Il m'a traîné sur le trottoir. Mon crime? Revenir du magasin de lait. Il a dit qu'une femme noire avec des sacs de course ressemblait à une voleuse. Quand j'ai essayé de le dénoncer, un lieutenant m'a dit que j'exagérais. Et je l'ai cru. Je l'ai cru. Elle regarda Créé. Et maintenant, nous y sommes. Créé cracha de nouveau par terre. Personne ne dit un mot. Mais le juge le vit. Le jury aussi. Et quelque chose commença à se briser non pas avec fracas, ni de manière explosive, mais lentement, comme du bois pourri qui cédait sous son propre poids. Créé ne comprenait pas que le système qui l'avait protégé pendant si longtemps ne le soutenait plus avec la même force. Et pour la première fois, il avait l'air seul. Donald Créé a été condamné à 24 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Le procès ne s'est pas terminé dans un tumulte, mais par le craquement sec d'une phrase lue à haute voix tandis qu'il marmonnait dans sa barbe depuis la chaise de l'accusé. Putain de merde noire. Il n'a manifesté aucun remords. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas versé une seule larme. Le jour où ils l'ont emmené menotté hors de la salle d'audience, il s'est tourné une dernière fois vers le juge Rivers. Elle ne l'a pas regardé. Elle ne l'a plus jamais regardé. Parce que pour Alana Rivers, Donald Créé n'existait plus. Prison d'État d'Elrich, dans la partie sud de l'État. Le premier jour, Créé demanda une cellule privée, mais il ne l'obtint pas. Vous n'êtes qu'un numéro parmi tant d'autres ici, déclara un garde, un homme grand et calme d'origine africaine. Son compagnon de cellule était un latino condamné à 2 reprises pour vol à main armée. Les détenus connaissaient déjà Donald Créé, tout ce qu'il avait fait. Durant la première semaine, ils l'insultèrent, la deuxième, ils lui crachèrent dessus, la troisième, quelqu'un lui cassa le nez sous la douche. Ce n'était pas une vengeance organisée, juste un dégoût profond. Pourtant, Donald Créé ne céda pas. Il ne demanda pas de protection ni à être déplacé. Il arpentait les couloirs de la prison comme s'il portait encore un badge, comme si l'uniforme était toujours cousu à sa peau. Chaque nuit, il murmurait la haine dans le vide. Chaque matin, il se réveillait avec plus de rage que la veille. Le racisme ne l'avait jamais quitté. Mais le monde, lui, l'avait abandonné. Ainsi, il resta piégé, non seulement derrière les barreaux, mais aussi à l'intérieur de son propre poison. Seul, oublié, toujours convaincu que le problème ne venait pas de lui. Cette histoire n'est pas une fiction exagérée. C'est un miroir obscur qui révèle comment le pouvoir et les préjugés, combinés, peuvent détruire des vies. Si cette vidéo vous a touché, vous devez absolument voir la suivante. Il lui a volé sa place et l'a humilié, mais il ne savait pas quel était son seul salut. Cliquez maintenant, nous vous y retrouverons. Nous aimerions aussi savoir d'où vous regardez cette vidéo. Indiquez votre pays dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager.